Je voudrais maintenant vous donner quelque chose que je vais vous inviter à noter. Une des personnes qui m'a beaucoup inspiré sur cette question de vaincre les objections s'appelle Vrinda Norman. Et c'est quelqu'un qui travaille aux États-Unis, qui a un groupe d'entrepreneurs qui sont exclusivement des femmes. Donc c'est assez marrant parce que dans ces séminaires, au lieu de donner un collier d'une couleur spéciale, les membres de son mastermind portent une ceinture de danseuse orientale qui fait du bruit quand elle marche. Alors c'est rigolo, c'est un mastermind musical. Et selon elle, il y a 7 étapes pour vaincre les objections. Et quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai trouvé ça épatant parce que dans mes scripts de vente, j'utilisais les questions comme ça. Dans mes messages, j'utilisais les questions comme ça. Mais je n'avais jamais pensé comme étant ce système dans l'ordre et cette façon de penser qui vous permet d'être sûr pour une objection donnée que vous la traitez correctement. Donc, je voudrais vous les donner dans l'ordre. Son premier conseil, c'est écouter et reformuler. Première étape pour être sûr déjà que vous êtes en train de couvrir la bonne objection. Parce que votre prospect vous dévoile une objection, vous pensez entendre d'autres choses, vous lui faites découvrir une toute nouvelle objection qu'il n'avait vraiment pas demandé et vous n'avez toujours pas résolu le problème d'origine. La catastrophe complète. Donc première étape, écouter et reformuler. Pourquoi je reformule? Je redis avec mes mots ce qu'il m'a dit. Ça me permet d'avoir l'accord et de créer du rapport. D'accord? On dit « Ah, on m'a entendu ». Deuxième étape, soyez curieux. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Ne faites pas raconter toute sa vie au client. Ne demandez pas nécessairement pourquoi, parce que pourquoi, ça amène des justifications et après, c'est très difficile de démonter quelque chose pour lequel on a demandé pourquoi. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui l'a amené à penser ça. Quelle est la manifestation dans sa vie de ce cas précis? S'il dit « Oui, mais en fait, je ne peux pas investir dans ce produit », savoir aujourd'hui quelle est sa situation. Je ne vais pas demander pourquoi. D'accord? Je suis juste curieux. Ça montre que vous vous intéressez à la personne et ça vous donnera des informations qui vont vous être essentielles pour la suite. Troisième étape, alors ce que Vrinda appelle la question magique numéro 1. Et cette question magique numéro 1, c'est si l'argent n'entrait pas en ligne de compte, est-ce que c'est quelque chose dont vous voudriez profiter? Souvent, quand vous allez entendre l'objection « c'est trop cher », c'est pas ça l'objection. Ça cache quelque chose d'autre. C'est trop cher pour ce que c'est dans la tête de votre prospect, parce qu'il n'a peut-être pas compris tout ce qu'on lui propose, il n'a peut-être pas mesuré tout l'avantage, il est peut-être dans quelques-uns des différents objets magiques. Donc, c'est intéressant de poser déjà cette question-là, de valider qu'en fait, la vraie question, c'est pas le prix. Ce qui m'amène quelquefois à demander, du coup, est-ce que c'est l'argent qui te retient? Et ça va faire surgir d'autres choses, qui sont, ah oui, mais en fait, il faut voir aussi que je ne suis pas vraiment disponible, ou il faut voir aussi que... Et là, on va avoir la vraie objection. Une fois qu'on a résolu cette vraie objection, la question de l'argent n'est jamais un problème. Les gens vont vous dire, voilà, c'est difficile financièrement, etc. Ils ont une télé haute résolution chez eux, 4D, avec le petit jet d'eau quand on boit de l'eau, ça fait la 4D. Ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ont trouvé l'argent pour tout ça, qui coûte sans doute beaucoup plus cher que votre produit. L'argent n'était pas le problème pour ça. Ça nous amène à la question magique numéro 2. Donc c'est le 4e point dans cette technique. Qu'est-ce que Vrinda appelle la question magique numéro 2? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir pour que ça vaille la peine de votre investissement? Et même davantage. Là, qu'est-ce que votre client va vous donner en réponse comme information utile? La question c'est, qu'est-ce que voudriez-vous obtenir pour que ça vaille la peine de votre investissement? Il va me donner la motivation, c'est-à-dire ce qu'il recherche vraiment. Il va me donner ses propres critères pour sa décision d'achat. Vrinda a une question qu'elle appelle, donc c'est en numéro 5, une question qu'elle appelle la question magique numéro 3. Tout le monde a fini de noter la deuxième. Que voudriez-vous obtenir pour que ça vaille la peine de votre investissement? Et même davantage. La question c'est du coup on fait quoi de sa réponse? Alors, déjà ça te permet de valider que ton produit correspond effectivement à ça. D'accord? Parce que si c'est vraiment pas le cas, tu vas pouvoir le dire. Quand j'ai commencé le séminaire, au tout début, quand j'ai demandé les objectifs pour le séminaire, quelqu'un qui a dit, voilà, un de mes objectifs, c'est d'apprendre des méthodes de recrutement. Je sais tout de suite que ça ne correspond pas à ce qui va être proposé. Je peux le dire.
J'ai dit tout à l'heure, quand je prends l'objection, quand je la connais vraiment, quand je prends cette objection et que je peux la retourner en force, c'est-à-dire expliquer le pourquoi, ça me permet au minimum de donner au client la possibilité de jauger le pour et le contre et de se décider en connaissance de cause. Ok, la question c'est, si le client avait acheté et avait lu quelque chose de différent de ce qui a été réellement proposé, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, là, ça va être une conversation qui va beaucoup se faire au cas par cas. Parce que je ne peux pas te dire d'avance, hypothétiquement, qu'est-ce que le client peut avoir lu qui n'était pas écrit. Moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui vont me dire, voilà, j'ai acheté la formation séduire le client, je ne vois pas les trucs pour développer mon marketing de réseau. Je dis, bon, bah, tu n'as pas vu dans la vidéo le moment où je disais, si vous faites du marketing de réseau, ne vous inscrivez pas. Mais j'ai eu des clients qui m'ont dit, bon, ok, c'est pas grave, parce que je trouve un moyen de vendre le produit, donc ok, ça m'intéresse. Mais si tu veux, une fois que j'ai défini quelles sont les frontières du produit, je ne transige pas dessus. Sauf si je décide de changer mon offre, mais je ne transige pas dessus parce que cette façon d'être clair permet au client de savoir qu'on lui a promis quelque chose, quitte à lui remontrer la page qu'il a vue, qui était la page quand il s'est inscrit. Ça va être d'autant plus vrai quand vous allez faire des garanties. Une des choses qui fait les plus peur à quelqu'un qui fait une garantie, c'est de se dire « Oui, mais et les petits malins ?» D'accord ? Les petits malins, c'est-à-dire ceux qui achètent juste pour filouter la garantie. Par exemple, j'avais une garantie sur mes DVD, donc c'était une garantie satisfait ou remboursé, 30 jours, et j'ai quelqu'un qui m'envoie un email le 30e jour en disant « Bonjour Sébastien, c'est vraiment génial, tous tes CD, etc., les DVD et tout, j'en ai commandé, est-ce que tu pourrais me rembourser ?» Je réponds, je dis « Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre dans ton mail, tu me dis que c'est génial, alors du coup il y a eu un problème, est-ce que tu n'es pas satisfait ?» Il me dit « Non, non, c'est vraiment génial, je trouve ça top, mais j'ai vu qu'on pouvait se rembourser, est-ce que je peux être remboursé ?» Alors ça, c'est le cas dont ont peur les gens avant de faire une garantie. Je peux vous dire, au fil des années, j'ai encaissé des dizaines de milliers de transactions sur Internet et j'ai eu un cas comme ça. Et la personne en question, je lui ai répondu « Écoute, non, la garantie, c'est une garantie de satisfaction et visiblement, tu es satisfait, donc il n'y a pas de remboursement. » Il a dit « Ok. » Mais il a raison d'essayer, hein. D'accord ? Moi, je le ferais pas, tu vois. Moi, c'est pas mes valeurs de faire ça. Mais si tu veux, de son point de vue, il a raison. S'il m'avait envoyé un mail en disant « Écoute, c'est vraiment génial, est-ce que tu peux me rembourser ?» et que j'avais dit oui, ben voilà, il a raison. Oui, tu peux avoir le produit gratuit parce que la personne en face n'a même pas suffisamment confiance dans son propre produit et ce qu'elle propose pour te dire « Écoute, faut pas me prendre pour un charlot. » Bah, dans ce cas-là, oui, tu l'as gratuit. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, Brinda ajoute une question magique optionnelle numéro 3 par rapport aux gens qui sont en pleine horloge magique. Elle dit, si vous aviez une baguette magique qui vous donne tout le temps que vous voulez, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire ? C'est similaire à la question précédente sur l'argent. Enfin, la première question. Là, c'est si le temps n'entrait pas en ligne de compte. Si vous aviez tout le temps que vous voulez, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire ? Cette question-là, elle vise à faire la même chose que la première, c'est voir la vraie objection, la vraie raison pour laquelle la personne n'achète pas. Donc, si vous aviez tout le temps que vous voulez, d'accord ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire ? C'est la même fin de question. Et ensuite, sa méthode pour résoudre les objections est très similaire à la mienne. Je parlais de Enrico Rocha, il utilise ce que je vais dire maintenant à la perfection. Je vais vous expliquer l'idée et je vais vous expliquer comment Enrico le fait. Et pour moi, c'est le top du standard de comment on devrait résoudre les objections via Internet. Le point numéro 6, c'est l'utilisation des témoignages et des études de cas quand vous discutez avec votre client pour résoudre son objection. Donc, au lieu d'argumenter, on raconte une histoire. Verbalement, si le client est face à vous. En vidéo, si c'est une vente par email. Et donc, le fait de raconter cette histoire de quelqu'un qui était similaire à lui et qui a réussi, donc témoignage et étude de cas, ça permet de résoudre beaucoup d'objections. Témoignage et étude de cas, numéro 6. Ce qui veut dire qu'une des meilleures questions à demander à vos clients qui vous donnent un témoignage, c'est qu'est-ce qui a failli vous empêcher d'acheter ?
qu'est-ce qui vous a fait hésiter? Je demande ça aux acheteurs. Ils vont me donner une longue liste de toutes les objections qu'ils ont surmontées. Bon, alors ça ne me suffit pas d'avoir juste les objections. Il va me falloir poser une autre question qui est qu'est-ce qui vous a décidé? On est toujours sur la 6. Je suis en train de dire d'utiliser des témoignages et études de cas. Et ce que je dis, c'est quand je filme un témoignage ou quand je demande un témoignage écrit, une excellente question à poser à mon client qui a acheté, c'est lui demander qu'est-ce qui vous a fait hésiter? Qu'est-ce qui a failli vous empêcher d'acheter? Et lui dire qu'est-ce qui vous a décidé au final? Du coup, maintenant, j'ai une vidéo de... je vais prendre l'exemple, j'ai un client qui est coach sportif. Une des toutes premières vidéos de témoignage que j'ai eues pour séduire le client. Il dit voilà, on a une activité de coach sportif. J'ai un peu hésité parce que nous, c'est des stages qu'on vend, c'est pas des trucs en ligne. Et aussi, ça coûtait vraiment cher la formation. En plus, à l'époque où il a acheté, ça coûtait 1 000 € de ce que ça coûte aujourd'hui. Et il dit le prix dans le témoignage. Donc il dit voilà, ça coûtait tant. Et c'était un gros investissement. Mais je me suis décidé parce qu'il y avait une garantie satisfait remboursée et que j'étais sûr que ça allait marcher ou que j'allais être remboursé. Et ensuite, il parle de ses résultats. Donc maintenant, quelqu'un d'autre qui aura de la vidéo, qui est coach sportif ou quelque chose de similaire, va dire « ça me ressemble, j'ai les mêmes inquiétudes », va entendre le prix qu'a payé cette personne-là. Du coup, je ne l'ai pas enlevé du montage de la vidéo, puisque ça coûtait plus cher. C'était la toute première session. Donc, va entendre ce tarif-là et va dire « ah ouais, en plus, il s'est décidé à ce tarif-là et ça a marché pour lui ». Tout le monde me suit? Et pour moi, donc, la meilleure application de cette méthode, Erico applique ça, donc je parlais d'Erico Rocha plus tôt, c'est qu'il a fait une série en fait. Il a trouvé 30 de ses meilleurs clients et il a fait une série d'interviews, une interview par jour. Il était sur Skype tous les jours avec un client pour l'interviewer. Et il a choisi les 30 personnes en fonction des 30 objections les plus présentes sur son marché. Et il a publié une interview par jour sur son blog. Il a envoyé à sa liste d'emails. Et ensuite, il a dit à son staff SAV, à chaque fois que quelqu'un vous dit « oui, mais je vends un produit physique », envoyez le témoignage de John. À chaque fois que quelqu'un dit au SAV, écoutez, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce qui prouve votre crédibilité, etc. Envoyez le témoignage de Michel. Et du coup, maintenant, au lieu de répondre aux gens en essayant d'argumenter, ils disent, écoutez, c'est une excellente question. Et justement, nous avions un client qui avait exactement la même interrogation. Voici la vidéo, ce qui en témoigne. On n'est plus dans l'argumentation, on laisse parler un client satisfait. Et ça, c'est juste génial. Point numéro 7. Le point numéro 7 est hyper important. C'est avoir une attente envers vos clients, avoir une attente de niveau 10 sur 10. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Avoir une attente de niveau 10 sur 10. C'est-à-dire que de votre point de vue, vous ne laissez pas un client s'engager à 2 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10 dans ce qu'il fait. Et quand vous discutez avec lui, vous essayez de lui faire comprendre qu'il doit s'engager à 10 sur 10 pour atteindre son objectif, résoudre son problème. Comment est-ce que ça se matérialise? Eh bien, quand on discute avec un client, on peut lui faire remarquer, ben écoute, si tu es vraiment impliqué là-dedans, alors l'argent et le temps ne peuvent pas te limiter. Parce que si tu laisses le temps et l'argent te limiter, il n'y a aucune chance que tu arrives là où tu veux y arriver. Si vous faites comprendre à vos clients que vous êtes leur héros, d'accord, vous êtes la personne qui est là pour les soutenir, pour les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont prendre l'habitude de donner le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, si je dis « Est-ce que vous êtes chaud ?» Je ne vous ai pas entendu. « Est-ce que vous êtes chaud ?» Si vous faites ça une fois, d'accord, et que vous dites « Ok, ça c'était le niveau de chaud qu'on atteint dans d'autres séminaires quand ils pensent être chaud, mais en fait nous, la barre, on la met ici. Ouais, chaud cacao. Ouais. Nous, on met la barre ici. Si vous prenez l'habitude de montrer aux gens qu'on attend à ce qu'ils soient à ce niveau-là, ils vont juste prendre l'habitude, consciemment et inconsciemment, de se mettre à ce niveau-là. Donc, de s'engager davantage. Tout le monde me suit? Alors, ça nécessite que vous soyez aussi dans une démarche d'excellence. Parce que quand j'insiste, voilà, demain matin, rendez-vous dans la salle à telle heure, etc., etc., bon, si tout le monde se pointe à 8 h, séminaire s'attend à être dans la salle à 9 h, tout le monde est dans la salle à 10 h 30, ça ne marche plus.
Et j'en ai fait des séminaires, voilà, bon, démarrer en retard, j'avais un souci de ceci, un souci de cela. Mais du coup, ça nuit complètement à ce point numéro 7. Après, il y a toujours des impondérables. Hein. Mais vous savez ce qui se passe en coulisses. Moi, je sais ce qui se passe en coulisses. Max a dit ça tout à l'heure. Mais je fais en sorte que ce qui se passe en coulisses n'affecte pas l'expérience des gens qui sont dans la salle. Et j'ai une attente de niveau 10 sur 10 pour les gens qui sont dans la salle. J'ai une attente de niveau 10 sur 10 pour les gens qui sont en coulisses.